Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer, que vous avez fini l'année 2021 en beauté, si on peut dire ça comme ça, que vous avez bien mangé, que vous avez bien profité. Sachez que cette vidéo, je la tourne quelques jours avant la fin de l'année 2021, mais comme elle sortira courant janvier, du coup je vous dis ça maintenant, je fais genre, vous avez compris. Avant de rentrer dans l'histoire en elle-même, je voulais juste souligner un petit point que je trouve assez important. En fait, j'ai vu passer dans mon fil d'actualité Instagram une triste histoire d'une maman, une youtubeuse qui est morte, qui vraisemblablement s'est donné la mort. Alors je connais pas les tenants et les aboutissants, donc je vais pas approfondir puisque j'aime pas parler d'un truc que je connais pas, mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est une jeune femme qui a subi du cyberharcèlement par rapport à sa chaîne YouTube, et c'est le seul truc dont je suis sûre. Le reste, pourquoi, à cause de qui, ça je ne sais pas, donc je ne vais pas rentrer dedans. Je voudrais juste en fait rebondir sur ce point, le cyberharcèlement. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir cette histoire, puisqu'il s'agissait d'une mère de famille, elle avait 4 enfants je crois, et de savoir qu'elle a subi du cyberharcèlement, et que c'est ce qui l'a conduite à se donner la mort, en fait ça m'a donné des frissons pour plusieurs raisons. Déjà tout d'abord parce que moi-même j'ai une chaîne YouTube. Après je vais pas vous mentir, et alhamdoulilah, jusqu'à présent j'ai subi aucun cyberharcèlement. J'ai déjà eu des commentaires méchants, j'en avais parlé durant le live avec Sarah, mais c'est franchement très rare, c'est pas ce que je peux qualifier de cyberharcèlement. Après c'est aussi parce que j'ai une toute petite chaîne. Voilà, ceci expliquerait peut-être cela, mais toujours est-il que ça m'a beaucoup touchée parce que je suis sur YouTube. Et puis en fait ce qui m'a le plus fait mal au cœur, c'est de me dire que des gens ont poussé indirectement une jeune femme, une mère de famille, à se donner la mort. Je trouve que c'est incompréhensible compte tenu du passif que l'on a à ce niveau-là, à savoir que beaucoup de personnes se sont donné la mort à cause de cyberharcèlement, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, et j'ai du mal à croire que des gens puissent continuer à cyberharceler des inconnus, puisque ce sont des gens qu'ils ne connaissent pas. J'ai vraiment du mal à croire que ça peut encore exister. J'ai l'impression en fait que beaucoup n'ont pas encore conscience de l'impact que des propos méchants peuvent avoir sur une personne. Surtout que j'ai vu le type de commentaires qu'elle a pu recevoir, puisque je suis allée un peu regarder sur Internet. C'est complètement délirant d'écrire ça à des inconnus. J'ai vraiment l'impression que beaucoup de personnes très malheureuses au fond d'elles-mêmes jettent leurs nerfs sur des parfaits inconnus sur Internet parce que ça les soulage l'espace d'un instant. D'autant que les personnes qui écrivent ces messages, j'ai pas l'impression que ce soit des adolescents ou des enfants. Enfin, il y avait vraiment des personnes de tout âge d'après les photos de leur profil. Donc je vous avoue que ça m'a un peu... c'est même pas un peu, c'est que ça m'a beaucoup choquée de me dire que des personnes de ma génération puissent faire du cyberharcèlement. J'ai du mal à le comprendre. Moi-même, étant plus jeune, j'ai certainement écrit une fois ou deux sur Internet des bêtises pour embêter quelqu'un, ou par rage, ou par colère, ou que sais-je. Je peux le comprendre quand il s'agit de personnes d'un certain âge. Je me dis, bon, ok, vas-y, c'est de l'immaturité. Même si on ne devrait pas. Alors, moi, la façon dont je réfléchis, si je dois écrire un commentaire sur Internet, c'est de me dire, et si j'étais en public, est-ce que je me permettrais de dire ça à cette personne ? Si j'ai un doute, c'est que ça sert à rien de l'écrire derrière son écran sur Internet. Parce que c'est bien beau d'être protégé derrière son écran, mais il faut aussi un peu faire appel à sa morale. Si en public, vous ne vous permettriez pas de dire ce genre de choses à une parfaite inconnue dans la rue, mais il faut pas le faire en fait sur Internet. Enfin, je veux dire, les gens à qui vous écrivez des messages méchants sur Internet, l'impact ne va pas être diminué sous prétexte que c'est un message, que c'est virtuel. Bien au contraire, parfois ça peut même être accentué, puisqu'il y a plein de personnes qui like. Enfin, vraiment, j'étais trop outrée. Et j'ai fait un petit tour un peu sur Internet, sous certaines vidéos YouTube par exemple, pour voir ce dont les gens étaient capables. Et effectivement, je trouve ça terrifiant, parce qu'on dirait que c'est pas des humains. Vraiment, je sais que ce sont des humains, mais je me dis, on dirait ils ont pas de cœur en fait. Enfin vraiment, moi-même, j'ai reçu des fois des messages où j'avais l'impression que la personne, elle était animée par le diable en fait. Ce qu'elle écrivait, c'était tellement ouf que j'avais l'impression qu'elle était possédée. Mais quand je dis ça, c'est vraiment d'un point de vue imagé. Je parle pas de ce genre de sujet-là dont vous savez que je ne veux pas en parler parce que ça me fait flipper. Heureusement que pour le moment, j'ai pas été hyper sensible à ce genre de bêtises que certains écrivent. Mais
Enfin, je me mets à la place d'une personne un peu plus jeune ou un peu plus fragile. Non, mais vous pouvez la détruire, en fait. La personne, il suffit d'un message ou deux, et c'est bon, elle est catastrophée, elle remet sa vie en question, elle se dit personne ne m'aime. Enfin, je sais pas, vraiment, ça m'a touché quand même, ce fait divers. Et je voulais vous le partager, puisque, comme tout à l'heure encore, je le regardais, j'avais envie de vous le partager. Voilà, on se parle vrai. Vous et moi, on se parle vrai. Enfin bref, je vais fermer la parenthèse ici. Et puis écoutez, je vous propose de nous intéresser à l'histoire d'aujourd'hui, qui est une affaire qui a défrayé la chronique à l'époque. C'est d'ailleurs l'une des affaires criminelles les plus couvertes du 19e siècle. Et pour vous donner un équivalent contemporain, je vous dirais que ce serait l'affaire O.J. Simpson, tellement ça a été médiatisé à l'époque. Donc ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. L'histoire se déroule à la fin du 19e siècle dans l'Illinois, plus précisément à Chicago, une plaque tournante du commerce située sur les rives du lac Michigan. L'affaire se concentre autour de la disparition de l'épouse d'un riche entrepreneur germano-américain surnommé le roi de la saucisse, Adolph Louis Ludgert. Adolph et son frère jumeau Henrik naissent le 27 décembre 1845 à Gütersloh, en Allemagne actuelle. À l'époque, il s'agissait de la Prussie. Au total, ses parents Margherita et Christian ont eu 11 enfants. C'est pas mal. Bon, la famille Ludgert vit dans des conditions assez modestes, ce qui signifie qu'il faut travailler très dur pour nourrir tout le monde. Christian, le père de famille, est tanneur. C'est pourquoi à l'âge de 14 ans, Adolph finit sa scolarité et apprend le métier de tanneur pour suivre les traces de son père. Il travaille chez plusieurs commerçants, un peu partout en Allemagne, puis à l'âge de 19 ans, il s'envole pour Londres afin de trouver un travail mieux payé. Son expérience sur place ne dure pas très longtemps, puisqu'il ne parvient pas à trouver un emploi stable qui lui rapporte assez. Au bout de quelques mois, il quitte l'Angleterre et retourne en Allemagne auprès de sa famille. Pour être tout à fait clair, le métier de tanneur, c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment. C'est un métier qu'il trouve beaucoup trop contraignant et pas assez bien payé. Et Adolph, lui, il a de l'ambition. Il veut réussir quelque part et gagner beaucoup d'argent. Il voit autour de lui des milliers d'Allemands partir pour les États-Unis afin d'y faire fortune. À cette époque, les États-Unis, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Tout ou presque est à faire. D'ailleurs, son frère jumeau Henrik a lui aussi immigré aux États-Unis quelques mois plus tôt. Il s'est installé à Quincy dans l'Illinois et il lui propose de le rejoindre. En 1865, alors qu'il vient tout juste de rentrer d'Angleterre, Adolph fait ses valises et part pour les États-Unis avec quelques dollars en poche. Il a 20 ans et il est déterminé à avoir une vie bien meilleure que celle de son père. Il s'installe chez son frère à Quincy dans l'Illinois, il y reste quelques mois, puis il part pour Chicago, qui est l'une des villes américaines qui à ce moment-là se développe le plus et qui accueille une forte population d'immigrés allemands, comme lui. Les années qui suivent, Adolph travaille comme déménageur et comme tanneur dans différentes usines, même s'il a un autre projet professionnel en tête. Mais pour le concrétiser, il lui faut mettre de l'argent de côté, beaucoup d'argent. Ça prendra le temps qu'il faut. Adolph est déterminé. Au début de l'année 1872, grâce à ses économies, il ouvre son propre bar. Et il touche bien plus que ce qu'il gagnait en tant que salarié. Ses efforts ont fini par payer. Peu après, soit le 13 avril 1872, il épouse Caroline Röpke, une immigrée allemande de 24 ans qui lui donne 2 fils. Max en janvier 1873 et Arnold en avril 1875. Mais en juillet de la même année, son fils aîné Max décède à l'âge de 2 ans. Le 17 juillet 1877, c'est Caroline qui décède. Elle avait une inflammation du péritoine qui n'avait pas été traitée. C'est ce qu'on appelle une péritonite. Malheureusement, si c'est pas traité, on peut en mourir. À sa mort, Adolph se retrouve donc seul à élever son fils de 2 ans, Arnold. Mais le deuil d'Adolph est de très courte durée puisque 2 mois après, soit le 18 janvier 1878, il épouse en secondes noces Louisa Bicknez, une domestique allemande de 23 ans qui vit aux États-Unis depuis 4 ans et dont il est follement amoureux. En signe de son amour, il lui offre une belle bague en or avec les initiales LL, Louisa Ludgert. Alors à l'époque, c'est pas quelque chose de particulièrement choquant qu'un homme se remarie aussi vite après le décès de son épouse. À ce moment-là, Adolph, c'est un homme qui a à sa charge un enfant de 2 ans, donc on va pas trouver ça hyper choquant qu'il recherche une seconde épouse qui puisse s'occuper de son enfant. L'année suivante, les économies d'Adolph s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. C'est une somme assez conséquente pour l'époque. Il revend son bar et ouvre l'entreprise qui fera sa renommée, l'usine de saucisses Ludgert.
Son entreprise se spécialise dans la production de saucisses de porc en reprenant des procédés européens. Et le bonus, c'est qu'elle assure une distribution constante sur toute l'année, alors que ses concurrents ne parviennent pas en fait à distribuer sur toute l'année. Lui a trouvé un procédé qui lui permet de produire des saucisses de janvier à décembre. Et là, c'est le succès immédiat. Il a trouvé le bon filon, comme on dit. L'usine de 4 étages se situe dans le quartier de Diversey et des centaines d'employés s'activent du matin au soir pour produire et distribuer les meilleures saucisses aux 4 coins des États-Unis. Et ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine façon, son entreprise fait vivre la ville, puisqu'il emploie énormément de personnes, parmi eux beaucoup d'Allemands et de Polonais. Adolphe, qui est très respecté pour son succès et sa contribution économique, est alors surnommé le roi de la saucisse. Peu après, il fait construire une belle et grande maison à l'avenue de l'Ermitage, pas très loin de son usine, et il s'y installe avec son fils Arnold et son épouse Louisa. Ensemble, ils ont 4 enfants. Louise en août 1880, mais elle décède l'année suivante. Louis en juin 1885. Elsa en juillet 1888, mais elle aussi décède un an après. Et Elmer en mars 1892. En tout, Adolphe a eu 6 enfants, dont 3 sont morts en bas âge. Mais de ce que j'en ai lu, c'était pas si rare que ça que les enfants décèdent en bas âge à cette époque. Bref, les années passent, la famille Ludgert est bien installée. Adolphe emploie plusieurs domestiques pour aider Louisa dans l'éducation de leurs 4 enfants. C'est une famille riche et respectable, comme on dit. Et malgré ça, certaines rumeurs courent dans la ville. Des domestiques racontent qu'il y a une ambiance assez chelou à la maison. Louisa ne dépense quasiment rien, elle se restreint au maximum pour faire des économies, tandis qu'Adolphe investit tous ses bénéfices dans son usine sans mettre d'argent de côté au cas où il y aurait un revers. Lui, il considère qu'il n'a pas à prendre conseil auprès de son épouse, il sait mieux qu'elle. Et même s'il emprunte à gauche et à droite, ça ne la concerne pas. Et ça, eh bien ça donne lieu à de grosses disputes entre les deux et même à de la violence physique. Adolphe s'emporte assez facilement quand son épouse lui reproche ses mauvais placements ou ses emprunts qu'il n'est même pas sûr de pouvoir rembourser et il n'hésite pas à l'abattre, parfois devant des domestiques, parfois devant leurs enfants. Pour vous dire, tout le voisinage direct peut entendre les cris de Louisa, de jour comme de nuit. La famille Ludgert est respectée dans le quartier, mais absolument pas enviée. D'autant que l'usine rencontre effectivement un gros revers dès 1896. Les dettes s'accumulent, Adolphe ne parvient pas à rembourser ses créanciers et l'inévitable arrive. L'usine ferme en mars 1897. Adolphe, Louisa t'avait prévenu. Le matin du 2 mars 1897, Louis et Elmer, les 2 enfants Ludgert, apprennent par leur père que leur mère est partie la veille au soir pour rendre visite à sa sœur Wilhelmina, mais qu'elle n'est pas rentrée. Les 2 enfants, qui sont âgés de 12 et 5 ans, ne comprennent pas vraiment ce qu'il se passe, donc ils ne posent pas trop de questions. Mais le lendemain, Louisa ne réapparaît pas. Le 4 mai, Diedrich Bicknez, le petit frère de Louisa, se rend au domicile des Ludgert et demande à voir sa sœur. Et là, Adolphe, il lui explique qu'il ne sait pas où elle est. Il dit, écoute, le soir du 1er mai, elle m'a dit qu'elle allait rendre visite à votre sœur Wilhelmina, et après ça, moi, j'ai plus de nouvelles. Diedrich lui dit, ok, je vais aller chez Wilhelmina pour la voir. Mais il note quand même qu'Adolphe a une attitude très détachée. À ce moment-là, il n'a pas revu son épouse depuis 3 jours. Mais il ne se sent pas inquiet, en fait. Il lui dit ça d'un ton totalement détaché, en mode écoute, je l'ai plus revu, ainsi va la vie. Bon, Diedrich se rend chez sa sœur Wilhelmina et elle lui dit qu'elle n'a pas vu Louisa ni le soir du 1er mai, ni les jours qui ont suivi. Et ça, c'est pas normal. Diedrich connaît très bien sa sœur Louisa, ils sont extrêmement proches tous les deux. Elle ne serait jamais partie comme ça en laissant ses enfants. Il se rend alors au commissariat le 8 mai pour signaler la disparition de Louisa et il explique bien à l'agent de police qu'il a en face de lui qu'il trouve ça très étrange qu'elle ait disparu depuis le 1er mai au soir et que son époux Adolphe n'ait pas jugé nécessaire de déclarer sa disparition. L'affaire est tout de suite confiée au capitaine Schuttler qui se rend au domicile des Ludgert. C'est une famille qui est assez connue dans la ville. Donc lui, déjà il veut savoir si tout ça est vrai, si Louisa a bel et bien disparu. Et là, Adolphe, il explique au capitaine qu'effectivement, depuis le 1er mai, il n'a plus de nouvelles de son épouse, mais il ajoute que Louisa avait une liaison avec un homme dont il ignore l'identité et qu'elle s'est certainement enfuie avec lui. D'ailleurs, il a un témoin, sa servante Marie Siemering, et elle confirme qu'effectivement, le soir du 1er mai, Louisa est partie de son propre chef.
Marie, c'est la cousine de Louisa. Elle a été engagée quelques mois plus tôt par la famille Ludgert et elle est l'unique témoin du départ de Louisa. Les deux jeunes enfants dormaient à ce moment-là et Arnold, le fils aîné d'Adolphe, ne vit plus chez ses parents. Il a 22 ans, donc ça fait un petit moment qu'il a pris son indépendance. Donc là, le capitaine Schuttler écoute cette histoire. Elle lui paraît un peu bizarre, mais bon, il leur dit « Ok, très bien, bonne journée ». Et durant une semaine, la police fouille dans le secteur où se situe la maison des Ludgert. On vérifie du côté de la rivière, les bois, les ravins, aucune trace de Louisa. Le capitaine Schuttler mène des investigations en amont. Tout d'abord, il apprend par l'entourage de Louisa que c'était une femme tout ce qu'il y a de plus respectable, une bonne mère de famille qui n'aurait jamais trompé son époux. Comme les rumeurs vont vite dans le voisinage, si elle avait eu un amant, on l'aurait su. Ce que le capitaine apprend en revanche, c'est que Louisa c'était une femme battue. Tous les voisins pouvaient entendre ses cris quand Adolphe la frappait, et ça arrivait très souvent. L'origine de ces violences aurait commencé à partir de la panique de 1893. Il s'agit du pire krach boursier du 19e siècle. Bon alors je vous préviens tout de suite, je m'y connais pas trop en économie, mais de ce que j'en ai compris, après les krachs boursiers de 1874 et 1883, les États-Unis connaissent un développement florissant. Le développement est tellement rapide que de nombreuses entreprises investissent en surabondance puisqu'elles pensent que les bénéfices ne peuvent qu'augmenter. Mais non. Tout commence en 1893 avec la faillite de la Philadelphia and Reading Railroad. Il s'agit de la plus grande compagnie américaine de chemin de fer et forcément, elle a surinvesti pour se développer. Comme il s'agit d'une très grosse entreprise qui compte énormément d'investisseurs, sa faillite entraîne celle des personnes et des compagnies qui ont spéculé sur les chemins de fer. Et cet événement provoque une panique générale aux États-Unis. Les Américains se précipitent aussitôt dans les banques pour retirer leur or et leurs billets, ce qui provoque la faillite de ces banques qui se retrouvent sans avoir. C'est ce qu'on peut appeler l'effet domino. Au total, plus de 500 banques font faillite à ce moment-là. Et forcément, ces banqueroutes entraînent la faillite de nombreuses entreprises, 15 000 au total. Le taux de chômage explose à 20%. Les réserves d'or américaines s'effondrent progressivement et c'est là qu'entre en jeu le héros national, JP Morgan. C'est le directeur de la banque du même nom. Il prête 65 millions de dollars au gouvernement américain afin qu'il essaie de stabiliser l'économie. C'est bien, mais ça n'empêche pas de nombreuses entreprises de s'effondrer, de quoi faire trembler plus d'un sphincter. Donc la question que se pose le capitaine Schuttler, c'est est-ce que le sphincter d'Adolphe Ludgert a tremblé au point qu'il pète un câble et qu'il se débarrasse de son épouse? Il l'aurait tué à la suite d'une grosse dispute. Possible. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un sur de simples soupçons, d'autant qu'il n'y a pas de corps. Le capitaine Schuttler continue de creuser et il découvre que depuis plusieurs mois, Adolphe s'était lié d'amitié avec plusieurs veuves très riches, dont une certaine Christine Felt. Certains domestiques racontent que Louisa soupçonnait son époux d'entretenir une liaison avec Christine Felt afin de la pigeonner. En gros, Louisa elle pensait que son mari entretenait une relation avec elle pour pouvoir lui gratter de l'argent pour l'investir dans son usine qui était en train de faire faillite. Mais c'est pas tout, puisque Louisa le soupçonnait également d'entretenir une liaison avec sa propre cousine, Marie. Et les disputes à ce sujet étaient tellement fréquentes qu'Adolphe s'était aménagé un petit lit dans son usine. Certains soirs, il partait pour aller dormir ou faire d'autres choses. Et ça, c'est intéressant pour le capitaine, mais il faut continuer de creuser. Le capitaine interroge tout un tas d'autres personnes, dont les anciens employés d'Adolphe. On a par exemple le gardien de nuit de l'usine, Frank Bialk, qui affirme que le soir du 1er mai, aux alentours de 22h30, il a aperçu Adolphe et son épouse entrer dans l'usine. À ce moment-là, Adolphe a alors permis à Frank Bialk de rentrer chez lui tout en lui garantissant qu'il serait quand même payé pour sa nuit. Alors petite parenthèse, à ce moment-là, l'usine a fermé depuis 2 mois déjà. Mais il y a quand même un gardien de nuit qui surveille l'entrepôt pour éviter des infractions ou des vols par exemple. Pour le capitaine Schuttler, ce témoignage est capital puisqu'à présent, on sait qu'Adolphe a été le dernier à avoir été vu en compagnie de son épouse le soir de sa disparition. Le domicile des Ludgert est perquisitionné et là la police met la main sur des factures très étranges. La veille de la disparition de Louisa, Adolphe a acheté de l'arsenic et de la potasse pour plusieurs centaines de dollars. Alors la potasse, c'est un minéral qui peut s'avérer mortel pour l'homme en trop grande ingestion et qui peut également servir
pour dissoudre des tissus organiques. Là, comme vous pouvez l'imaginer, la police comprend qu'Adolphe a certainement fait du sale à son épouse, mais on n'a toujours pas suffisamment de preuves. Le dernier endroit où elle aurait été vue, c'est l'usine, si on en croit le témoignage du gardien de nuit. La police s'y rend le 15 mai, plusieurs agents fouillent l'entrepôt, et dans l'un des fours, ils découvrent des saucisses carbonisées et ce qui ressemble à des fragments d'eau humains. Et dans l'une des cuves en bois remplies d'un liquide rougeâtre, ils mettent la main sur 2 bagues. L'une d'entre elles porte les initiales LL. Comme vous l'aurez sans doute compris, le liquide rougeâtre est en fait un mélange comportant de la potasse. Donc là, le capitaine Shuttler a un mobile et ce qui semble être des restes humains. Le souci à ce moment-là, c'est que même si tout porte à croire qu'Adolphe a tué son épouse, il a fourni un alibi pour le soir du 1er mai. Il dit qu'il a retrouvé un ami à lui, Charles Meder, et qu'il a passé une bonne partie de la soirée et de la nuit avec lui. Et en parallèle, Mary Siemering, donc la cousine de Louisa, maintient qu'elle l'a vu partir. Donc là, la police pèse le pour, le contre, et 2 jours après la perquisition de l'usine, soit le 17 mai, Adolphe Ludger est arrêté. La presse titre alors « Arrestation du roi de la saucisse ». Lui, bien évidemment, clame son innocence. Il explique qu'il n'aurait jamais fait le moindre mal à son épouse. Elle s'est tout simplement enfuie. Le 9 juin, le juge rejette sa demande de remise en liberté sous caution. Adolphe restera incarcéré jusqu'à l'ouverture de son procès. Le procès d'Adolphe Ludgert s'ouvre le 23 août 1897 dans le comté de Cook. Au total, 140 témoins sont appelés à la barre et le dossier d'instruction fait environ 4000 pages. Et ce qui rend ce procès unique, on va dire, c'est que l'accusation fait appel à des experts dans le domaine du médico-légal. Pour l'époque, c'est quelque chose d'assez inédit. L'affaire est extrêmement médiatisée. Les journalistes émettent leur compte-rendu au jour le jour. Pour vous dire, on entend même parler de cette affaire en Europe, tellement l'impact a été fort. Mais cette médiatisation a également porté préjudice à de nombreux producteurs de saucisses, puisqu'ils ont vu leur chiffre d'affaires drastiquement baisser. En fait, les gens pensaient qu'il pouvait y avoir des restes humains dans les saucisses qu'ils achetaient. Durant le procès, l'accusation fait appel à de nombreux témoins, les domestiques, les employés d'Adolphe Ludgert, dont le gardien de nuit, qui affirme l'avoir vu le soir de la disparition de Louisa avec son épouse. Et on a également les riches amies veuves d'Adolphe qui témoignent et qui expliquent qu'effectivement, il leur faisait la cour. Il promettait même le mariage à certaines. Et ça, c'est assez intéressant puisque ça permet de dessiner un nouveau mobile. Adolphe Ludgert aurait assassiné sa femme afin d'épouser une femme plus riche pour sauver son usine. Un anthropologue remet son rapport au juge. D'après lui, les fragments d'eau retrouvés dans la potasse et dans le four sont des os humains. La défense de son côté fait appel à plusieurs témoins qui affirment avoir aperçu Louisa aux 4 coins des États-Unis après sa disparition. D'après eux, ça étayerait l'hypothèse de la disparition volontaire. Et le seul absent à la barre, c'est le témoin principal de la défense, à savoir Charles Mader, vous savez, le fameux ami d'Adolphe, qui aurait passé la soirée, une partie de la nuit avec lui. Dès l'arrestation d'Adolphe, il a quitté les États-Unis, il est retourné en Europe et il a refusé de retourner aux États-Unis pour témoigner. D'après l'accusation, la dynamique du meurtre serait la suivante. Le soir du 1er mai, Adolphe demande à son épouse Louisa de venir avec lui à l'usine. Une fois à l'intérieur, il la tue. Alors la façon dont il la tue, on ne peut pas le savoir. Peut-être qu'il l'a étranglée, peut-être qu'il l'a empoisonnée. Après quoi, il jette son corps dans le baril de potasse, il récupère les restes qui ont du mal à se dissoudre et il les met au four. Et cette dynamique est confortée par tous les témoins et toutes les preuves recueillies jusqu'à présent, à savoir le gardien de nuit, qui maintient son témoignage, mais également la femme du propriétaire d'un bar qui se situe en face de l'usine et qui dit que le soir du 1er mai, elle a vu de la fumée sortir de la cheminée de l'usine. Malgré ça, Adolphe se montre très confiant durant son procès. Les observateurs notent qu'il ne bronche pas quand les témoins défilent à la barre, et il ne bronche pas non plus quand certains émettent l'hypothèse qu'il a sans doute tué sa première épouse Caroline. Après tout, il l'a remplacée très rapidement. Et il ne bronche pas plus quand certains évoquent la mort mystérieuse d'un homme survenu 20 ans plus tôt dans son bar. Cet homme avait été retrouvé mort derrière le comptoir, je crois, complètement alcoolisé et du tabac dans la bouche. Or, à l'époque, sa famille avait affirmé qu'il ne buvait pas d'alcool,
et qu'il ne fumait pas. Le décès avait été classé en mort accidentelle. Bon, en soi, à l'époque, cette mort ne profitait pas à Adolphe, donc aucune raison de penser qu'il aurait pu être coupable. Après, comme dans tout procès médiatisé, on cherche les cadavres dans le placard, que ce soit vrai, que ce soit faux. Mais là, en l'occurrence, pour ces deux morts, donc Caroline et l'homme dans le bar, Adolphe n'est pas vraiment inquiété, puisque le juge considère lui-même que rien ne permet d'affirmer qu'il y a eu meurtre. Le 21 octobre, le jury est convoqué par le juge afin de rendre son verdict, mais il n'est pas parvenu à un verdict unanime. Il est donc renvoyé. Le second procès d'Adolphe Ludgert s'ouvre le 24 novembre. Et l'intérêt du public et des médias est toujours aussi exacerbé. Tous veulent voir le roi de la saucisse, celui dont on parle de partout dans le pays. D'ailleurs, de nombreux agents de police sont obligés de maintenir la foule en dehors du tribunal. Et ce que notent les journalistes, c'est que de nombreuses femmes se déplacent pour assister au procès, mais surtout pour apercevoir l'accusé. Au total, Adolphe Ludgert a dû répondre à 1771 questions de l'accusation. Ses réponses se limitaient à « je ne sais pas »,« je ne me souviens pas »,« c'est possible ». Bon, là, sa ligne de défense, même s'il ne l'invoque pas, c'est un peu le 5e amendement. C'est pas très clair, il répond sans répondre, et même s'il continue de clamer son innocence, il ne parvient pas à convaincre le jury. Le 9 février 1898, Adolphe Ludgert est reconnu coupable de meurtre. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est envoyé au pénitencier de Joliette, et dès son admission, ses codétenus et le personnel pénitentiaire remarquent qu'il semble avoir perdu la tête. Il parle tout seul, il se plaint d'entendre des bruits dans sa cellule la nuit, et surtout, il affirme que le fantôme de son épouse le poursuit. Le 28 juillet 1899, après à peine un peu plus d'1 an d'incarcération, Adolphe Ludgert décède d'une crise cardiaque dans sa cellule du pénitencier de Joliette. D'après le personnel, il est rentré dans sa cellule avec son petit déjeuner et quelques minutes après, il mourait. Ses deux plus jeunes fils, Louis et Elmer, avaient été confiés à la garde de Diedrich Bickness, donc le frère de Louisa, dès la condamnation d'Adolphe, même si celui-ci s'y était fortement opposé. Diedrich avait quand même été un témoin capital pour l'accusation, donc il ne voulait pas que ses enfants soient élevés par Diedrich. Et plusieurs années après ce terrible fait divers, de nombreuses personnes ont affirmé avoir aperçu le fantôme de Louisa rôder près de l'usine Ludgert. Elle était alors vêtue d'une longue robe blanche. D'après la légende, elle hante encore le vieil entrepôt qui n'a toujours pas été détruit et elle n'hésiterait pas à se montrer les nuits du 1er mai. Écoutez, j'espère que cette histoire vous aura plu. Mon ressenti, franchement, se dire qu'on peut finir en saucisse à cause d'un mariage malheureux, on valide pas du tout. Je trouve quand même que c'est terrible de tuer son épouse, la mère de ses enfants, pour des problèmes d'argent. Je sais plus quel proverbe ou dicton dit en gros quand l'argent part par la fenêtre, l'amour s'échappe par la porte. Enfin, je sais plus exactement quel est le proverbe ou le dicton, mais il est un peu dans cet esprit-là. En gros, quand il n'y a plus d'argent dans le couple, l'amour il se taille. Là, en l'occurrence, ça a été le cas. Et franchement, ça dépasse l'entendement. Le mec, il a quand même dissous sa femme dans un baril de potasse. Moi, vraiment, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est à quel moment tu penses que les témoins ne vont pas parler, alors que il y avait le gardien de l'usine, la femme du propriétaire du bar en face de l'usine, ses vieilles amies à qui il proposait le mariage. À quel moment tu dis qu'aucun témoin ne va parler? Enfin, il devait vraiment avoir une confiance en lui, mais à un niveau incroyable, pour croire que les gens ne parleraient pas parce que c'est lui. Moi, vraiment, cette histoire, elle m'a beaucoup attristée pour Louisa, parce que je me dis, toute sa vie, elle a fait beaucoup d'économies pour son mari, elle lui a donné des conseils, elle a quand même élevé son fils, elle lui a donné ensuite d'autres enfants. Le mec, à la fin, problème d'ego, problème d'argent, il la transforme en saucisse. Je sais pas, je comprends pas. Il y a vraiment des choses que j'ai du mal à cerner. Après, c'est comme ça, certains esprits, certaines âmes sont noires, sont torturées, ou je sais pas exactement quel est le terme, mais puis le mec, il a quand même fait à peine 1 an de prison, et ensuite il a clamsé, quoi. Ça veut dire qu'il a même pas payé sa dette à la société. Alors moi, je le crois coupable, Adolphe Ludgert. Certains doutent de sa culpabilité. Je sais, je me répète, je suis un vieux disque rayé, mais vous avez le droit de penser qu'il est innocent si vous le voulez. C'est pas dérangeant, et vous pouvez même le mettre en barre des commentaires.
Vous pouvez même sortir des pancartes et des drapeaux. C'est pas gênant. Vous avez le droit de le penser. Le but, l'objectif, encore une fois, c'est que vous puissiez vous faire une opinion. Voilà, ça c'est mon seul objectif. Du reste, eh ben écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles, mais là je vais aller regarder Desideria. Alors l'autre fois c'était le 10e au royaume, ensuite on a eu Fantagaro, et ben ce soir ce sera Desideria. Je pense que beaucoup connaissent, c'est kitsch à souhait, on adore, franchement on adore. Vraiment, quand je vous dis qu'il y a des bruits bizarres chez moi, je vous promets que je ne vous mens pas, il y a des bruits qui sont très très étranges. Donc je vais m'arrêter là et je vais appeler ma petite sœur ou une pote pour qu'elle reste au téléphone avec moi parce que je suis une flippette. Et quand il y a des bruits chelous comme ça chez moi, bah faut que j'ai quelqu'un au téléphone pour pouvoir me canaliser en fait, parce que sinon moi je suis prête à faire des trucs de ouf, genre à sortir de chez moi et aller me planquer dans ma voiture jusqu'à ce qu'il fasse jour et ensuite remonter chez moi. Vraiment, je suis à ce stade-là de la flipperie et je l'assume, je suis une flippette de fou malade. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est que si cette histoire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.